Lorsqu'on parle de fusion, il y a souvent confusion. Ça démarre fort. Parce qu'en réalité, le mot fusion s'applique à deux phénomènes physiques bien différents. Qu'on ne confonde pas le fait de faire fondre de la fonte avec celui de faire fusionner l'hydrogène, ça serait trop gênant. Confucius ne disait-il pas lui-même ? On parlera donc ici uniquement de fusion thermonucléaire. Existe donc un certain chef-d'œuvre qu'il convient de garder pour les soirées nanars. Et là je me rends compte que j'ai dit un énorme gros mot. Nucléaire. D'ailleurs il est écrit en énorme sur mon script. Mais là encore il ne faut pas confondre fission et fusion. La fusion est donc un processus physique où des noyaux atomiques sont assemblés pour en former des plus gros. À ne pas confondre donc avec la fission de nos bonnes vieilles centrales nucléaires qui font plutôt dans le cassage de gros atomes. Et lorsqu'on fait fusionner des noyaux, eh bien ça libère une grosse quantité d'énergie. C'est pour ça que le soleil brille. Et même la nuit, hein. Mais attention, il faut que les noyaux soient plus légers que le fer, sinon les réactions deviennent consommatrices d'énergie et c'est la fission qui devient plus intéressante. C'est pour ça qu'on fait fusionner les éléments légers et fissionner les éléments lourds. Et qu'est-ce qu'on a toujours fait lorsqu'on a trouvé un nouveau moyen de produire de l'énergie ? Voilà donc qu'au début des années 50, l'humanité réalisait ses premières réactions de fusion thermonucléaire de manière tout à fait volontairement, modérément contrôlée. Et je ne vous apprends rien en vous disant qu'Hollywood adore les explosions. N'empêche que la fusion, c'est pas facile à faire, mais alors vraiment pas. Pour réussir à faire fusionner deux noyaux atomiques, il faut réussir à les rapprocher suffisamment pour que l'interaction forte l'emporte sur la répulsion coulombienne. Fort heureusement, pour réussir à passer la barrière de potentiel, on peut compter sur notre ami l'effet tunnel. Alors non, pas tout à fait, voilà, c'est plus parlant. Par contre, ça reste quand même super dur, puisque l'interaction forte a une portée toute pourrie. Genre 10-15 mètres. La taille de ma bite. Grosso merdo, on a deux manières de réussir à faire de la fusion. Être dans un milieu très chaud, ou être dans un milieu très dense. Et dans une bombe à hydrogène, on fait ça avec une bombe à fission. Oui. Dans une bombe à fusion, il y a une bombe à fission, qui est là uniquement pour faire monter la température et la pression suffisamment pour que les réactions de fusion commencent. Et ça fait des sacrés pétards, hein, du genre perturbation du champ magnétique terrestre et tout. Enfin, éloignons-nous un peu de tous ces sujets explosifs pour parler un peu de fusion contrôlée. Parce qu'il y a quand même des choses plus intéressantes à faire avec la fusion que la prise en otage du monde. Notamment de l'électricité. Et là, la première question qu'on se pose, c'est celle du carburant. Parce que la fusion c'est bien jojo, mais qu'est-ce qu'on fait fusionner ? Eh bien en réalité, on peut faire fusionner n'importe quoi. Et un réacteur comme le Mr Fusion qui alimente la DeLorean du doc est théoriquement possible, puisqu'il met dedans que des trucs contenant des éléments plus légers que le fer. Toutefois, ce qui intéresse les scientifiques, c'est quelle est la réaction la plus rentable, celle qui produit le plus d'énergie. Et leur choix s'est donc naturellement porté vers l'hydrogène et ses isotopes, deutérium et tritium. En ce sens, l'aspect le plus scientifiquement réaliste de Retour vers le futur reste probablement la coupe de cheveux du doc. Dans le très sympa Oblivion, une IA alien du turfu s'alimente en énergie grâce à ces grosses machines qui extraient l'hydrogène de l'eau des océans pour le faire fusionner. Et c'est très réaliste sur le fond, puisque pour ce que l'humanité consomme en énergie, l'eau terrestre est une source quasi infinie de deutérium. Pour produire de l'électricité avec tout ça, il faut contrôler les réactions, ou comme on dit dans le jargon, les confiner. Ouais, comme nous. Et là, il existe plusieurs technologies. D'abord, la fusion par confinement inertiel. Le principe est simple. On prend une petite bille contenant les matériaux à faire fusionner et on tire dessus avec des méga lasers de l'espace dont les rayons vont créer une onde de choc qui va augmenter la pression dans la cible jusqu'à la faire rentrer en fusion. Et on s'en sert pour simuler le comportement des bombaches. Ah putain. Bah oui, puisque depuis l'interdiction des essais nucléaires dans les années 90, il fallait bien trouver un moyen de faire autrement. Mais enfin, il existe bien des idées visant à produire de l'électricité à partir de cette méthode, et elle est même reprise dans la fiction, notamment dans l'excellente série The Expanse, où le vaisseau des personnages principaux, le Rocinante, est alimenté par un réacteur à fusion inertielle. Là par exemple, il marche pas, puisque la source ne fonctionne plus là où il se trouve, c'est-à-dire à la Timode. Mais là par contre, ça marche. L'autre méthode, et c'est celle qui à ce jour est la plus étudiée, est la fusion par confinement magnétique. En bref, on utilise des grosses bobines pour créer un champ magnétique de ces morts qui va confiner un plasma ultra chaud de deutérium-tritium dans une chambre en forme de tor. Et quand je dis ultra chaud, je parle de plus de 100 millions de degrés. C'est un petit peu comme un accélérateur à particules, un peu comme le LHC, mais en plus petit. Ça vous rappelle quelque chose ? Ça, c'est le réacteur ARC de Tony Stark et c'est exactement de quoi on parle. On voit même le plasma tourner dans le tor puisque les parois sont transparentes. En réalité, ça a été inventé par les Russes dans les années 50, et ils ont baptisé ça qui s'est réduit en tokamak, qui signifie littéralement chambre toroïdale avec bobine magnétique. Tout est dans le nom.
Pour revenir à Iron Man, la miniaturisation du réacteur Arc à laquelle parvient Tony Stark est quand même une sacrée prouesse, puisque de 1, il fait ça au marteau dans une grotte afghane, et de 2, la tendance des tokamaks est plutôt à l'agrandissement. Bah oui, la puissance du réacteur est grosso modo proportionnelle au volume, alors que les pertes sont proportionnelles à la surface. Donc plus le réacteur est gros, plus le rendement est gros. Ouvrez, on en a gros! Une représentation encore plus fidèle d'un tokamak se trouve dans X-Men Days of Future Past, où une de ces machines alimente l'avion des super-héros. Attention, ça va très vite. Enfin, si une partie de la production audiovisuelle tente de s'approcher du réel le plus possible, la majorité fait le choix de l'exotisme au prix du réalisme scientifique. Ainsi, la majorité des films qui mettent en scène la fusion le font par le biais de technologies qui ne relèvent pas du confinement magnétique ou du confinement inertiel. C'est le cas d'Oblivion ou de Retour vers le futur dont on a déjà parlé, mais aussi d'autres trucs chelous comme le mini-soleil de Spider-Man 2 ou le réacteur expérimental de The Dark Knight Rises. Someone will figure out a way to make this power source into a nuclear weapon. Et là on touche à quelque chose d'intéressant, c'est que l'amalgame entre fission et fusion amène souvent à des raccourcis malheureux de ce type-là. Les centrales à fission, ça fait boom, et les bombes à fission aussi. Du coup, comme les bombes à fusion ça fait des plus gros booms, c'est que les réacteurs à fusion vont faire des méga gros booms aussi. Inutile de dire que c'est de la tartinade, puisque déjà les explosions dans les centrales nucléaires restent des explosions chimiques, et donc bien moins dévastatrices que des bombes à fission. C'est les radionucléides et les matériaux activés dispersés par cette explosion qui sont dangereux. Mais plus important encore, il y a une différence fondamentale entre fission et fusion. En fission, on fait des réactions en chaîne, c'est-à-dire que chaque réaction libère un ou plusieurs neutrons qui peuvent à leur tour déclencher des réactions. La difficulté est qu'il faut constamment maintenir la réactivité en dessous d'une valeur critique, au-delà de laquelle il y aurait emballement, et on fait ça avec du refroidissement et des barres de contrôle qui absorbent une partie des neutrons. En fusion, c'est un peu l'inverse. Maintenir la réaction, c'est super galère. Il faut constamment chauffer le plasma, et la moindre perturbation dans le confinement, la moindre impureté micrométrique qui s'insérerait dans le système suffirait à baisser la réactivité au point que le réacteur s'arrêterait. Donc transformer un réacteur à fusion en bombage, c'est à peu près aussi réaliste que transformer une éolienne en hélicoptère. Mais bon, dans un monde où il existe des fours à micro-ondes géants qui peuvent vaporiser l'eau de toute une ville mais passer le contenu dans le corps de ses habitants, on peut pas dire grand chose. Autre exemple, dans Spider-Man 2, on a le réacteur à fusion du Dr Octopus, et il est rigolo celui-là. Il prend la forme d'un soleil miniature, et quand les réactions s'emballent, parce que bien sûr, il se met à aspirer tout ce qui se trouve autour de lui comme si le soleil devenait un trou noir. En vrai, même si ça n'a aucun sens, je trouve ça super cool. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que tout le monde s'en foute de son réacteur à fusion parce qu'il a des bras robotiques super cool. Fuck the sun thing, there's like a million gold mines in those alone! Alors qu'en réalité, il est probablement au moins aussi difficile de faire de la fusion soutenable que de développer une IA forte. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais je dis quand même. Voilà, on a à peu près fait le tour des technologies les plus étudiées et qui sont, à ma connaissance, représentées au cinéma et dans les séries. Ou presque, parce que comme disait Yoda... Bah oui, on n'a pas parlé du mode de confinement le plus utilisé à ce jour par l'humanité. J'ai nommé le confinement gravitationnel, c'est-à-dire, les étoiles en fait. Le Soleil, lui, n'utilise ni bombe, ni méga laser, ni grosse bobine pour faire de la fusion, puisque c'est sa propre gravité qui comprime son centre à des densités telles que la fusion a lieu. Et dans quel film le Soleil est représenté ? À peu près... beaucoup en fait. Mais si on ne devait en retenir qu'un, ce serait Sunshine. You are observing the sun at 2% of full brightness. 2%? Can you show me 4%? Finalement, la fusion est déjà utilisée depuis des siècles par l'humanité pour produire de l'énergie de manière indirecte, puisque la puissance radiative émise par le cœur du Soleil est à l'origine des mouvements fluides qui alimentent nos éoliennes et nos barrages, mais aussi de la photosynthèse qui a permis aux végétaux de grandir et de devenir nos hydrocarbures, quand cette puissance n'alimente pas directement un panneau solaire. Même l'uranium cramé dans nos centrales nucléaires a un jour été créé par fusion au cœur d'une étoile. Tout comme la majorité des éléments qui constituent la Terre, notre corps, et les Big Mac. We're only stardust. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'aurez compris, le but n'était pas de dresser un portrait très précis de l'état d'avancement de la recherche en fusion aujourd'hui. On a laissé beaucoup de choses de côté, comme par exemple des initiatives privées à l'instar de General Fusion par exemple. Le but était plutôt de faire une vidéo divertissante qui pourrait potentiellement enseigner 2 ou 3 trucs. Finalement, ce qu'on en a retenu, c'est que la fusion est représentée de manière très romancée au cinéma, un peu comme les histoires vraies. Puisque la science a un côté lent et prudent qui se prête assez mal au grand spectacle. Si vous souhaitez aller plus loin sur la fusion, je vous conseille le documentaire Let There Be Light, ainsi que le TED Talk de Steve Cowley. Quant à moi, je vous laisse, et la prochaine fois on parlera d'une avancée révolutionnaire dans le monde de la physique, à savoir la fusion froide.
are cold fusion bombs. Non, non, je déconne. Voilà.